Allez, c'est parti. Je vais me plaindre. Je veux vraiment pas être le connard qui fait chier. Je vous jure, c'est pas l'intention que j'ai quand je regarde une série comme ça, mais c'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes trucs qui me gênent. J'ai vraiment le sentiment d'avoir affaire à des scénaristes qui ne savent pas ce qu'ils font la plupart du temps. Et donc, il y a des idées qui sont intéressantes, quelques développements qui vont bien là-dedans, mais c'est ultra frustrant de voir à quel point vous torchez tellement de trucs. Et c'est vraiment chiant pour la découverte d'une série dont on demande sans arrêt la qualité, quoi. C'est vraiment chiant, ça. Donc, on a déjà une espèce d'intro qui veut faire un petit rappel à l'intro d'épisode 1 de la saison 1 où Lu se prend pour la guerrière qu'elle s'imaginait dans ses fantasmes, la magicienne qu'elle se croyait dans ses fantasmes. Et elle le fait pour de vrai avec une créature qu'elle chasse en tant que chasseuse de primes. Et voilà, la chute, c'est que la créature, c'est juste une merde inoffensive. Donc, ouais, pourquoi elle est mise à prix si c'est une merde inoffensive? Voilà, ça c'est pour la blague. On passe à l'intro qui est la même musique qu'on a d'habitude, mais avec des changements de présentation, histoire de dire que voilà, la situation est un peu tout à fait la même. Donc c'est cool de faire ça. Je vais avoir quelques petits problèmes avec ce qui est impliqué à un ou deux moments. Et ouais, ça se poursuit sur Luce qui fait le topo de la saison 1, plus ou moins. Je veux dire, ok, vous auriez loupé le double épisode final, je vous fais un résumé de ce qui se passe. C'est plus ou moins ça, en gros. Et ouais, elle fait le tour avec son iPhone depuis une semaine et demie après la fin de l'épisode précédent, qui est toujours complètement chargé. Donc allez vous faire foutre, vous ne savez pas comment fonctionne un iPhone, vous commencez à me péter les couilles avec ça. Sérieusement, ça commence à devenir saoulant, ça. C'est dingue que vous teniez à ce point à foutre en avant la technologie humaine sans suivre la moindre putain de logique autour de ça. Et c'est vraiment chiant. Alors, c'est pas aussi débile, une fois de plus, que dans Amphibia, mais ça commence à le devenir débile, quoi. Hein. Donc voilà, là c'est chargé, il y a plus l'excuse, ah, elle peut le recharger ailleurs ou mon cul sur la commode. Hein. Ça fait une semaine et demie que c'est là, et encore toutes les barres c'est chargé très bien. Hein. Donc ouais, j'attends le contre-argument en commentaire, là. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, en fait, elle a pris des tonnes de chargeurs à l'avance dans le monde humain, et ça tombe bien, elle en a encore des tas. On va dire ça, c'est bon. Hey, j'ai trouvé pour vous, ça justifie tout. Hein. Ça ne justifie pas l'autre incohérence que je trouve très grossière, qui montre une fois de plus que vous n'aviez clairement pas tout prévu en écrivant votre premier épisode, c'est-à-dire que ça ne capte plus. Elle ne peut plus envoyer de messages ou recevoir de messages de là où elle se trouve, alors qu'elle pouvait le faire dans l'épisode 1, quand le portail était fermé. Mais là, le portail, il est toujours fermé, mais il devrait quand même y avoir cette connexion. Le portail existe toujours, la clé existe toujours, mais non. Donc voilà, hein, les règles changent selon ce qui vous arrange scénaristiquement. Hein, c'est déjà un très bon début. Je vous cache pas que dès le début, ça a pas lancé sur la meilleure chose. Et ça met en place la situation avec Luz, Eda et Lilith majoritairement, qui donc s'est installée là et elle a un petit peu de mal à s'acclimater à sa situation. J'en parlais un tout petit peu de ça. Et à aucun moment donné, on appuie par la réaction de Gus, Willow et Amity. Ça fait une semaine et demie, on fait comme si ils n'existaient plus, hein, il n'y a que ça sur ça qu'on concentre, et à aucun moment donné, ils se sont penchés sur la réaction de cela. Alors, bien entendu, vous allez me dire en commentaire, mais tu verras l'épisode suivant. J'aimerais bien un tout petit mot rapide là-dessus, très vite, histoire de dire quoi, mes amis sont toujours avec moi à ce niveau-là, ils sont conscients de la chose, là. Mais là, ça fait comme si ils n'existent pas, on n'en parle pas d'eux, pour l'instant. C'est un peu naze, je trouve. Elle fait ses petits jobs pour apporter de l'argent à la maison, parce que maintenant que Eda ne peut plus vendre les objets qui viennent de Terre, parce qu'apparemment, ça rapportait une fortune, cette merde-là, ça donnait pas cette impression-là. Ça donnait l'impression que c'était très rare qu'elle vende un truc, mais maintenant, c'était genre leur source principale de revenus, apparemment. Ok, si vous le dites. Et en plus, oui, je suis désolé, mais c'est complètement con. Et c'est un truc qui est vraiment irritant. C'est le fait que, dans un épisode, une fois de plus, je reviens là-dessus, mais vraiment, ça montre à quel point vous ne réfléchissez pas aux conséquences de ce que vous mettez en place dans certains épisodes, quoi. Dans l'épisode où on découvrait la première fois cette espèce de mère chauve-souris géante, elle leur a donné un putain de trésor pour avoir gardé ses enfants. Ça devrait aller, ça devrait être bon, là, si elle gérait un tant soit peu bien leur argent.
Ou au moins que vous inventiez une connerie qui explique pourquoi ils ont perdu tout ce fric, mais vous le faites pas. Donc, ouais, tout d'un coup, ils sont pauvres, ils ont besoin de fric pour subsister, ok. Et on va créer le drame autour de ça, à partir d'un truc qui a été mal instauré, et je trouve ça grossier. D'autant plus que c'était pas que comme ça qu'elle gagnait son fric. On l'avait vu un tout petit peu à l'autre moment, et on va essayer d'appuyer deux, trois façons de s'en sortir, où ça va surtout être Luce qui va faire le gros du boulot, puisque Eda et Lilith sont un petit peu pas super en forme, puisqu'elles ne feront pas très bien leur magie. Voilà, elles sont complètement limitées avec ce qui s'est passé à la fin du final de la saison 1, et donc tout le monde se fout de leur gueule, c'est traité à la rigolade, tout le monde les prend en pitié stupidement, histoire de bien appuyer grossièrement et de façon gaguesque la chose, bien entendu, ce que je trouve stupide. Je veux dire, dans le double épisode final, la seule contribution de Gus et Willow, ça a été d'ameuter la populace pour dire et on respecte un petit peu ces gens-là par rapport à ce qu'ils nous ont apporté. Et la populace, maintenant, dans cet épisode qui suit ça, ils considèrent Eda et Lilith comme des merdes. Voilà, on se fout d'elles, elles veulent rien. C'est super. Hein. Ça, une fois de plus, pour être ultra immergé dans votre univers, ça, hein, vraiment à fond. Hein, je suis totalement derrière. Et ouais, ça va être aussi l'occasion de mettre en place que Lilith également est tombée de haut, puisqu'elle n'est plus la grande représentante de la confrérie de l'empereur. Et il a fallu 1 semaine et demie pour changer les affiches. Puis au moment où elle se vantait, regardez, je suis encore représentant. Eh ben non, à ce moment-là précis, on change les affiches. Pour le timing comique. Et ouais, il y a un autre représentant en vogue, c'est le Golden Guardian. Donc le gardien doré, un mec qui a toujours un casque doré un peu spécifique, donc on voit pas vraiment son visage pour l'instant en tout cas. C'est pas impossible qu'on voit son visage dans le générique d'intro, il me semble bien. Enfin bref, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que maintenant, quand on entend parler de lui il se dit, ah, il a toujours été une sorte de chouchou de l'empereur, sauf que si c'était le cas, pourquoi c'est toi qui représenterais la confrérie et pas lui durant toute cette saison 1. Et ouais, je suis désolé de dire ça, mais voilà, on sent clairement que vous n'y avez pas réfléchi une seule seconde avant, et donc ça crée une espèce de nouveau grand méchant, un nouveau némésis de saison qui sort de nulle part. C'est un truc qui fait qu'une série comme Avatar le dernier maître de l'air est infiniment au-dessus de vous, parce que dans Avatar le dernier maître de l'air, Azula, elle apparaissait pas comme une fleur au début de la saison 2 en disant j'existe maintenant. Non, on mettait en place des éléments directs et clairs qui appuyaient son existence. Là, je me souviens d'absolument rien, et je suis prêt à parier qu'on voyait même pas son portrait rapidement dans des tapisseries ou je sais pas trop quoi lorsqu'on visitait le château de l'empereur. Je suis prêt à parier qu'on n'a même pas vu ça. Hein. Peut-être que je me trompe, à ce moment-là, reprenez-moi, mais je suis prêt à parier qu'on n'a même pas vu ça. Ça donne vraiment cette impression que vous l'avez créé pile poil au tout début de cette saison, parce que il faut bien créer un nouveau rival. Ok, super, hein, donc ouais, ça perd du poids, je suis désolé, ça perd pas mal de poids, ça. Donc, toute cette intro de 6-7 minutes pour appuyer, d'une part, que Eda est pas prête à laisser Luz se mettre en danger pour leur apporter de l'argent. Donc ouais, tu fais des chasses, des chasses à la récompense, mais des trucs pas dangereux, quoi, qui rapportent que dalle. Des créatures tellement anecdotiques qu'on se demande pourquoi il y a une prime sur eux, c'est n'importe quoi. Pour appuyer aussi qu'ils doivent se serrer la ceinture et que Luce s'emballe et qu'elle voudra faire quelque chose pour ça. Et ça appuie le thème de cet épisode qui est vraiment pas mal, parce que bon là je me plains, c'est pas affreux cet épisode, mais c'est vraiment pas fameux du tout quoi. Cet épisode essaye de mettre en place la culpabilité d'un côté de Luz et de l'autre de Lilith, par rapport à ce qu'elles ont fait. Et on va d'ailleurs d'abord se pencher sur Luz, ce qui est le gros morceau, et un peu Lilith après, parce que je vais garder le meilleur pour la fin, et je le dis vraiment, hein, le meilleur pour la fin. La partie sur Luz, vraiment pas fameuse pour moi, pas sensationnel. J'exagère un peu le trait, c'est pas horrible, mais c'est pas sensationnel. Ou, contre la demande d'Eda, elle se met en tête d'aller s'attaquer toute seule avec King qui sert à rien. Il va servir d'otage. Il va servir King à forcer le scénario, mais il sert à rien King une fois de plus. J'adore ce personnage, il apporte tellement
Tellement. Bref, elle va se rendre à cette chasse de primes contre une créature marine qui s'appelle je sais pas quoi et je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre de retenir les noms de toutes les créatures, hein. Si ça vous fait plaisir, vous, moi non, je m'en bats les couilles. Elle se rend donc à une sorte de bateau très typé pirate, parce qu'on n'a pas encore fait des références à ça maintenant, donc voilà, on va faire des vieux trucs clichés de pirates, elle s'y croit trop. Voilà, pour se rendre à cette expédition pour combattre la créature. Elle se montrera très vite supérieure à tous les autres qui sont des glandus, qui savent pas faire grand chose et qui n'ont pas de grands pouvoirs magiques, semble-t-il. Ce qui veut dire que lorsque tout le monde la traite comme une merde parce qu'elle n'a pas des pouvoirs magiques, la plupart d'entre vous n'en avez pas apparemment, hein, mais bon, une fois de plus, hein, le peuple de ce monde est sans intérêt, pas du tout réfléchi, globalement. Il y a donc cette espèce de lien très rapide qu'elle se crée avec l'équipage, mais lorsque King va un petit peu fouiller dans la cabine du capitaine pour piquer un truc à bouffer, il se rend compte que c'est un vaisseau de l'empereur. Parce que apparemment tous les vaisseaux importants sont des vaisseaux de l'empereur. Il ne l'affiche qu'intérieurement. De l'extérieur, on ne voit pas une seule seconde que c'est un vaisseau de l'empereur. C'est pour la surprise, pour que Luce comprenne pas. C'est complètement con. D'autant plus qu'il s'en cache pas particulièrement, hein. C'est juste. Voilà, personne lui dit directement, c'est pas indiqué sur le bateau, il faut que ce soit la surprise pour elle. Waouh, vous l'avez bien amené, dites donc, hein. Et ouais, alors que elle commence à lutter contre la créature sans se poser trop de questions, elle se dit, ouais, c'est juste une créature qui est dangereuse dont il faut se débarrasser. Il y a quelqu'un qui vient choper le sac d'or de récompense sur le bateau, hein, en profitant du tumulte, et donc elle décide de partir à sa poursuite. En partant à sa poursuite et en la rattrapant sur le rivage, grâce à sa magie, une fois de plus, elle voit qu'il s'agit en fait d'Eda, qui avait prévu un casse dans son coin sur ce bateau précis. Bon, ça vient du fait que la récompense était grande, donc elle a prévu le coup, mais ouais, ça tombe mal, et en se battant, elles perdent la récompense. Et quand je dis elles perdent, vraiment, vous auriez pu facilement la rattraper. Elles perdent le sac de pièces au rebord de la plage, il y a une petite vaguelette qui monte, qui ensevelit ça, et qui part avec tout le truc. Alors déjà, je vous dis clairement, c'est n'importe quoi. Un sac de pièces qui pèse un tant soit peu lourd ne partirait pas avec une vaguelette qui passe comme ça. C'est complètement stupide. Mais aussi, qu'est-ce qui vous empêche de foncer récupérer le sac? Je veux dire, ça va, ça c'est pas parti à des centaines de kilomètres tout de suite, quoi. Vous pouvez essayer de le retrouver. Non, c'est perdu. On ne peut plus toucher l'argent là-dessus. Ah, ah là là. Il y avait tellement de meilleurs moyens de mettre ça en scène. C'est naze. Il y a beaucoup de trucs où on sent que ce que vous voulez faire passer, ça aurait pu être mis en scène différemment sans que ce soit grossier. Parce que voilà, au début, le fait que la mère de Luz lui manque, c'est touchant sur le principe. Vous auriez pu le mettre en scène autrement qu'avec son putain d'iPhone. Et vous auriez pu mettre en scène cette perte d'argent autrement que stupidement comme ça. Il y avait tellement de moyens de le faire, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de voir que vous réfléchissez pas en détail à comment vous mettez les choses en place. Et ça fait pas de vous des grands scénaristes, loin de là, loin de là. Chiant, c'est vraiment chiant de tomber régulièrement sur des séries comme ça, quoi. Je vous jure, ça me manque les réacs où je prends moins de la moitié du temps de l'épisode pour faire le résumé, parce que c'est solide et il n'y a rien de spécial à redire dans le déroulé. Mais là, tous les détails qui me gênent, je suis obligé de les pointer pour bien que vous compreniez pourquoi c'est pas génial pour moi. Et pourquoi je fais gaffe à ce que je regarde, merde. Donc, excusez-moi. Alors que c'est fait, elle se dispute un petit peu sur qui devrait toucher de l'argent, pourquoi, mais c'est là que donc le gardien doré qui commandait ce bateau sans se faire voir, je sais pas, il a vu Luz, il a voulu faire la surprise, je sais pas trop, apparaît pour les forcer un petit peu à bosser pour lui. En disant, ok, vous avez perdu votre récompense, donc vous allez devoir bosser gratuitement déjà, et je veux que vous me débarrassiez de cette créature. Cette créature qui, d'après les dires d'Eda, est donc une créature totalement pacifique, dont l'empereur veut se débarrasser sans qu'on sache exactement pourquoi tout de suite. J'espère que vous donnerez une explication plus tard. Et donc, oui, le gardien doré, hein, je sais pas exactement le titre français, c'est le Golden Guard. Il se sert de King, qu'il a pris en otage de façon gaguesque, pour forcer Eda et Luz à aller se frotter à la bête et le tuer pour lui. Et c'est juste la tuer, hein, il va pas vérifier plus que ça, mais bon, on en parlera après. Et ouais, c'est là que Luz
de façon un peu abusée, un peu forcée, dire ah non, c'est moi qui pose problème, c'est à cause de moi que tu te retrouves dans cette situation, je vais gérer ça toute seule. Mais elle a dit non, risque pas ta vie comme ça, t'as apporté beaucoup de trucs bien dans ma vie, je suis contente de t'avoir avec moi, faisons ça ensemble. Et c'est là que Luz donne son premier cours de magie à partir de glyphes à Aida. Après une semaine et demie. Alors, c'est un truc apparemment dans votre famille, vous adorez prendre le temps pour balancer vos cours. C'est un truc que je trouvais plutôt fort à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire que voilà, maintenant je vais pouvoir t'enseigner des trucs moi aussi. Tu pourras t'en sortir sans avoir directement ta magie comme tu le fais habituellement, mais pendant une semaine et demie, elle n'a pas pensé une seule putain de seconde à le faire quoi. Elle n'était pas habituée. Ah oui, maintenant, ce serait cool de penser à le faire, maintenant qu'on a une urgence. C'est bien, c'est bien. Pour le timing, c'est un truc qui aurait peut-être été plus acceptable si c'était genre le lendemain de l'épisode final de la saison 1, mais vous mettez bien une semaine et demie. 10 jours depuis que ça s'est passé, et je vous avais pensé à rien foutre de tout ça pendant tout ce temps. Ok, ok, c'est bien. Hein, donc, ouais, elles mettent en scène une fausse mort à partir d'ombre, en jouant sur la lumière et sur le fait que le gardien doré est un peu débile. Ah non mais on va dire clairement, il est un petit peu con. Hein. Il voit cette mise en scène d'ombre, il voit, ça donne l'impression que Luz découpe la créature alors que c'est juste fait à partir de racines. Et donc il dit, ah vous l'avez tué, très bien, je vous rends votre truc et je me barre. Ok, ouais, il vérifie pas, il va pas voir. Hein. Il aurait fait un tant soit peu ça aurait été bon, mais non. Ça tombe bien aussi qu'il voulait pas de preuves ou ses entrailles ou un truc comme ça. Il dit oh je t'ai vu buter, ça va. Hein. Donc ouais, je trouve pas que ce soit si intelligent que ça quoi. Ça marche parce que votre interlocuteur vérifie rien. Mais c'est cool hein, c'est cool. Vous avez essayé de faire un petit peu de stratégie, c'est déjà ça. Hein. Donc elles sont contentes, elles reviennent à la maison où va y avoir donc la fin de l'arc de Lilith qui est quand même nettement plus intéressant que celui sur Luz. Parce que voilà, c'est juste pour appuyer que Luz et Eda ont vraiment une affection l'une pour l'autre et je ne vois pas particulièrement ce que ça rajoute de faire ça. On avait vu ça dans le double épisode final, c'est juste pour en rajouter une petite couche de façon grossière, pas très bien amenée. C'est pas particulièrement fort pour moi. Hein. Il y a des éléments intéressants, comme par exemple le fait que l'empereur veuille que cette créature soit morte, et qu'on fasse en sorte qu'on croit qu'elle est morte, même si ça aurait pu être mieux mis en scène une fois de plus, et qu'elle va juste se barrer plus loin. Au passage, ouais, j'ai oublié d'en parler, c'est important, ça, enfin important. Ça va être juste la justification au fait qu'ils n'auront pas de problème d'argent dans les jours à venir, puisque en partant, la créature crache une espèce de bile spéciale qui se vend cher sur le marché noir. Donc elle est contente, Lilith, elle va pouvoir vendre ça pour avoir du fric. Et au petit dos, c'est super, ouais, c'était random et dégueulasse, mais c'est super. Donc ouais, ça c'est fait du côté de Lilith. Donc, la partie la plus intéressante de cet épisode. Alors que Eda lui fait croire, parce que c'est pas ce qu'elle va faire, qu'elle a préparé des potions et qu'elle va les vendre pour se faire un peu plus d'argent, elle se sent très mal, Lilith, parce que ben voilà, c'est un petit peu de sa faute cette situation. C'est cool d'appuyer sa culpabilité maintenant, alors que dans la saison 1, on ne sentait pas des masses cette culpabilité. Lilith se sent mal et veut aider sa sœur. Et donc elle se dit, elle prépare des potions, je vais essayer de préparer une potion moi aussi pour prouver que même si j'ai pas ma magie, je pourrais lui être utile. Donc elle se met un petit peu en tête de faire ça elle-même, alors que Uti veut un peu s'immiscer, avec son côté très envahissant habituel. Et il y a des gens qui disent que je finirai par être dégoûté du personnage dans la saison 2. Pour l'instant ça va, je trouve même que vous faites quelque chose de pas mal avec Uti, vraiment dans cet épisode-là. Voilà, il insiste un petit peu, Lilith, non, tu me suis pas, je n'accepte pas que tu m'aides pour mes recherches d'ingrédients. Et ouais, au début, Uti, il va un petit peu insister, mais elle finira par lâcher ce qu'elle a sur le cœur. Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de quelqu'un comme toi pour te mettre en avant, et surtout, c'est quelque chose que je dois accomplir seul. Et Uti, c'est la première fois que je le vois réagir sérieusement à quelque chose, en fait.
sentir une sorte d'empathie envers un personnage et pas juste être le personnage envahissant qui veut s'immiscer juste pour s'immiscer. Et dire, ouais, je sens que ça va pas très bien avec toi, je te laisse seul. Ce qui est assez fort, la première fois que Guacha c'est le personnage, et donc lorsqu'elle essaye d'attraper un peu certains ingrédients par elle-même, notamment donc enfin c'est surtout, on va surtout voir ça, du miel d'abeille de feu. Ok, encore des créatures un petit peu random, elle y arrive pas. Parce que bon, comment tu peux faire ça au bout d'un moment, elle finit par se rendre compte que son espèce de chemin de croix qu'elle voulait faire seule, elle n'y arrivera pas toute seule, elle a besoin d'aide. Un petit peu donc en parallèle avec ce que Luce fait dans son coin. Elle veut tout faire toute seule, alors qu'en fait, avoir de l'aide pour aller au mieux de sa culpabilité, c'est mieux, tout simplement. Et c'est cool, c'est cool d'appuyer ça, c'est une bonne thématique que j'apprécie bien dans cet épisode. Et donc, ouais, en admettant qu'elle a besoin d'aide, Outil, qui était pas loin, finit par l'aider pour lutter contre ces abeilles et s'en prendre plein la gueule un petit peu quand même, hein, parce que c'est pas facile. Donc, oui, grâce à ça, elle parvient à avoir son ingrédient et elle noue une petite relation avec Outil qui est pas si mal. En acceptant un petit peu qu'il lui donne des surnoms, en lui donnant un surnom elle-même, un début d'amitié plutôt joli. Et à la fin, elle a fini par faire la potion pour se racheter un petit peu auprès de Eda. Donc c'est un bon moment où on appuie vraiment que Lilith s'installe. Et j'aime beaucoup ça. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Ça fait plaisir. J'avais un peu peur qu'on fasse genre, ah, je me sens mal pour ce que j'ai fait, je vais partir dans mon coin, mais je reviendrai de temps en temps pour aider, histoire d'eux. Non, elle vit là et apparemment, peut-être que je me trompe, elle va rester un petit peu, et elle sera vraiment récurrente de façon notable, en tant que nouvel accompagnateur des héros. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime un petit peu moins la conclusion de la potion qu'elle a créée, parce que la potion qu'elle a créée, c'était une potion de vision de ce qui se passe dans le château de l'empereur. Donc c'est pas très compliqué à faire, il suffit de quelques ingrédients et n'importe qui le fait sans magie. Parce qu'une fois de plus, elle non plus, elle a pas suivi de cours pour faire des glyphes, hein. C'est une semaine et demie, merde. Et ouais, et pourquoi elle fait ça? Tu dirais, ouais, c'est pour pouvoir être au courant de ce qui se passe, etc. Et comment elle le présente? Tu pourras leur faire des farces. Sans moi, dans le coin, ils font gaffe à rien. Tu peux leur faire des farces comme tu veux et tout le monde se marre. Ouais, c'est super, ouais, cool. Et on poursuit notre vie et ça se termine sur une espèce de petit micro cliffhanger où dans cette vision, alors que plus personne ne regarde donc cette espèce de marmite là, et ben il y a Bélos qui a fini de reconstruire la porte. Donc il est mieux parti pour repartir, même s'il n'a toujours pas la clé. Alors j'avais pas trop fait gaffe à ça, je m'excuse, je fais pas gaffe à tous les détails non plus. Mais ouais, la clé et le portail précis sont deux entités à part, un peu dissociables, qui vont ensemble évidemment, mais voilà, donc Eda, enfin Luz a toujours la clé, quoi. Il ne pourra pas partir tout de suite vers le monde humain. Ok, et ouais, elles font pas gaffe à ça, et elles vont juste servir de ça pour faire des blagues. Est-ce que ça leur servira à quelque chose, en fait? Ça pourrait être vraiment bien, ce truc-là, si ça se résume pas à la grosse blague que vous en faites autour de nos personnages à la fin. Ah, on pourra faire des farces, ah, c'est super. Que vous vous en serviez pour servir à espionner ce qui se passe dans ce château. Faire gaffe à ce que cet empereur qui a été un petit peu notre ennemi, qui est un peu dangereux de ce qu'on en voit, fait. J'espère que vous vous en servirez pour ça. Et que c'est pas juste une blague de fin, juste pour que Lilith se rabiboche rapidement avec sa sœur et qu'on fasse comme si ça va mieux, quoi, c'est bon. D'ailleurs, j'espère que, vu comment vous traitez ça à la blague, c'est pas la fin du conflit entre Lilith et Eda qui dira ah, c'est bon, je t'en veux plus pour rien du tout maintenant, t'as plus besoin de t'excuser de quoi que ce soit ou de te sentir mal, c'est terminé, maintenant on est sœurs, on habite ensemble, y a pas de souci quoi. J'espère que c'est pas la fin de la chose ça aussi. Hein. Parce que ça serait insultant, ça. Mais bon, ça, on verra par la suite. Ça, on verra par la suite. En attendant... Ça allait. Je veux dire, j'apprécie les thématiques centrales. Quand on va appuyer un petit peu les sentiments des personnages envers les autres, j'aime bien. Et vrai, j'ai été surpris du début de relation entre Outil et Lilith. C'est vraiment la meilleure partie de cet épisode, facilement. Voilà, que le fait qu'on appuie comment se sent Lilith face à ce qui se passe, c'était très intéressant. Hein. C'est facilement le mieux de ce que j'ai vu. Mais puis il y a des trucs qui sont ultra grossiers.
beaucoup d'éléments qui sont super mal repris. On sent vraiment que vous n'avez pas pensé à une bonne partie de ce que vous avez mis en place avant, ce qui se remarque pas mal pour quelqu'un comme moi. Ouais, ça gêne beaucoup, hein, ça gêne beaucoup l'appréciation. Vraiment, après une semaine et demie, on fait comme si c'était pas important d'appuyer un tant soit peu ce que pensent les amis de Luz sur la situation. Je trouve ça dingue, quoi. Je demande pas la lune, une fois de plus, juste une petite présentation d'une dizaine de secondes. Luz raconte sa vie avec ce qui se passe avec Eda, Lilith, même King, mais par contre, elle touche pas un seul mot sur ses trois amis et comment elles prennent la situation. Je trouve ça naze, moi. Des détails comme ça qui change beaucoup de choses pour moi si on y fait gaffe, mais non, on n'y fait pas gaffe. Donc ouais, c'est tout juste passable comme épisode, ça aurait pu être nettement mieux pour moi. En espérant que l'épisode suivant sera mieux. Ah, bon, à bientôt pour l'épisode 2, bye.